Bonjour, je suis Guillaume Tostivin, créateur du podcast Une toute autre histoire. Cette chronique ponctuée d'anecdotes, d'événements, de personnages historiques va vous permettre d'appréhender différents conseils, business, management, afin que vous puissiez les mettre en pratique dans votre quotidien ou dans votre travail. Le thème d'aujourd'hui est l'art de conquérir le monde à travers l'exemple de Gerhard Heineken. Tout entrepreneur aspire à créer son produit, son service, même depuis son garage, à trouver des innovations disruptives pour justement réussir sa scalabilité, déployer son fameux produit à l'international. Parce que l'ouverture au monde est un des principaux leviers de croissance pour l'entreprise. L'international devient un catalyseur d'innovation et l'écoute des différents clients, des différents marchés va renforcer considérablement l'attractivité et la valorisation de l'entreprise. Aujourd'hui, pour illustrer la conquête du monde, j'ai voulu prendre l'exemple de la première marque internationale de bière, à savoir Heineken. Aujourd'hui, c'est 13 000 bouteilles de bière qui sont consommées toutes les minutes dans le monde de cette fameuse marque. Son succès, elle le doit à son créateur, Gerhard Heineken, qui va, à partir de quasi rien, créer un process industriel, un produit qui va, depuis son origine, avoir une qualité constante. Il va léguer en héritage ce produit à sa femme, puis ensuite à ses enfants, qui vont avoir la possibilité de conquérir le monde avec une stratégie étape par étape, un usage du marketing à un moment clé de la croissance et toujours une constante dans les différentes innovations. Comment une bière brassée à partir d'une simple brasserie de quartier va devenir la bière la plus vendue dans le monde? Quelles leçons pouvons-nous en tirer? C'est l'épisode du jour, centré sur une famille, la famille Heineken, dont l'ADN est centré sur l'entrepreneuriat, l'innovation et l'écoute du client. Il pourra inspirer n'importe quel start-upper qui aspire à voyager, à conquérir des différents marchés et même changer le monde. Donc évoquons ce fameux Gerhard Adrian Heineken. Plongez-vous dans les Pays-Bas de l'époque du 19e siècle. À 22 ans, on est en 1863, il va, ce Adrian Heineken, acquérir une brasserie qui s'appelle la De Houtberg, la Meule de Foin, qui était la plus grande brasserie de la capitale, qui était fondée en 1592, donc à Amsterdam par Alberts. Et ce qui est incroyable, c'est que Heineken souhaite donc devenir brasseur, il sait ce qu'il veut faire de sa vie, et élaborer la meilleure lager du monde. Donc il investit toute cette fortune dans cette brasserie. Et après plusieurs mois donc de négociations, donc cette brasserie qui va lui appartenir, il va la renommer. Il va l'appeler The Haystack, qui est du coup à ce moment-là la brasserie la plus grande certes de la ville, mais qui est quand même en déclin. Un an, même pas, quelques mois après, il va changer le nom Haystack pour Heineken. Et c'était le début de l'aventure. Il va être le principal actionnaire. Il va effectivement avoir quelques autres actionnaires dans cette entreprise, mais c'est lui qui est complètement maître à bord. Ce qui est important, c'est déjà en 1867, donc seulement 4 ans après, il a créé une deuxième brasserie. Il fait déjà 17 000 hectolitres, donc de production de sa bière à Amsterdam et à Rotterdam. Mais ce qui est important, c'est qu'il comprend que pour conquérir le monde, potentiellement, il faut avoir de grandes innovations. Et donc en 1869, on est 6 ans seulement après la reprise de cette brasserie, il décide de changer de technique de fabrication par fermentation haute pour adopter la méthode bavaroise par fermentation basse. Concrètement, ça permet d'avoir une bière plus claire et une conservation plus longue. Donc face à ce succès, clairement, il va devenir pionnier de la fabrication à grande échelle de la bière de fermentation basse et avoir un système de réfrigération complètement élaboré. Il va embaucher un professeur, le professeur Carl von Linde, et en 1881, et clairement, ça va être le début de sa croissance interne. La marque va se distinguer vraiment de ses concurrents. On dénombre quand même 500 brasseries aux Pays-Bas, et c'est lui qui, le premier, va avoir cette idée de fermentation basse. En 1875, la bière Heineken remporte la médaille d'or à Paris dans un concours d'innovation. Et mieux que ça, pour enfoncer le clou, on est dans les années 1880-90, c'est le début, je dirais, d'expérimentation aussi scientifique.
il embauche un Français qui s'appelle Elion, qui est un élève de Pasteur et qui va réaliser pour Heineken une culture de levure, dite la levure A. Et cette levure, eh bien, ça permet une pasteurisation et ça va donner une qualité incroyable, encore une fois, pour la conservation de la bière. Clairement, il va rebaptiser sa bière qui s'appelait la Heineken A, en hommage à cette levure A. Et signe de reconnaissance, encore une fois, les diplômes d'honneur s'enchaînent. Il remporte plusieurs concours de catégories de bières supérieures. Et même à l'exposition universelle de Paris en 1889, il remporte la médaille d'or suprême en étant la meilleure bière presque du monde. Ces deux distinctions, que ça soit celle qu'il a eue en 1883 et cette médaille d'exposition universelle, figurent toujours en bonne place sur l'étiquette de la bouteille. Ce qui est important, c'est que la société est la seule à l'époque à disposer d'un laboratoire. Elle a compris l'importance de la R&D et c'est le début justement de ce côté innovant et qui est inclus dans son ADN. Pour information, ce sera la première société en Europe à recevoir quelques années plus tard la certification ISO 9002 décernée à la brasserie Stiltigheim en Alsace. Donc de nos jours aussi, elle est à la pointe côté innovation. Donc à partir de ce produit, de ces deux innovations, eh bien la route vers, je dirais, l'international est ouverte. Mais il meurt en 1893, ce fameux Gerhard Adrian Heineken, et qui reprend le flambeau? D'abord son épouse, Marie Tyndall, qui va lui succéder jusqu'en 1914. Donc pendant 20 ans, il va y avoir une transition, le temps que les enfants, ses fils, soient en âge de pouvoir gérer l'entreprise. À ce moment-là, quand même, la société continue sa croissance interne. Elle vend 200 000 hectolitres de bière par an, quand la moyenne des autres brasseurs, toujours aux Pays-Bas, ne dépasse pas 3 000 hectolitres. Un rapport de 1 pour 60, c'est juste incroyable. La véritable, en fait, internationalisation va débuter en 1931, puisqu'ils vont avoir l'idée de créer une ligne d'embouteillage à Rotterdam. Et ça va permettre d'agrandir considérablement les unités de production, tout en assurant la qualité et la pérennité du produit, et donc de l'exportation. C'est vraiment une brasserie qui maintenant pilote à Rotterdam, qui lui permet d'avoir cette avance en R&D vis-à-vis de tous les autres. Là, donc du coup, il faut que la nouvelle génération, qui est en âge de pouvoir gouverner, eh bien, doit relever le défi de l'exportation. La première chose, c'est qu'ils vont commencer à s'internationaliser en Asie. Ils vont créer une joint venture à Singapour, ce qui deviendra plus tard en fait la fameuse Tiger Pierre. Et donc Henri Pierre Heineken, qui était le fils du fondateur, va faire de l'exportation une réponse aussi à la crise économique dans les années 1930-1940. Pour ça, il va devoir créer aussi donc le business de licence. Donc on l'a vu, licence va être d'abord faite à Singapour, qui va ensuite s'exporter à Hong Kong, à Thaïlande. Heineken va ouvrir des brasseries au Congo belge, à Java, en Égypte, mais le marché le plus juteux, vous attendez, c'est évidemment les États-Unis. Sauf que les États-Unis, c'est un petit peu compliqué. Heineken avait essayé d'exporter dès 1916, mais le problème, c'est qu'il y a eu la prohibition. Et donc, avec la prohibition, ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir exporter ces produits. Mais dès qu'il y a eu la fin, en avril 1933, eh bien, quel est le premier alcool qui va être importé? Eh bien, c'est la bière Heineken, et qui va avoir justement un succès retentissant. Et surtout qu'en plus les taxes et le pourcentage d'alcool limité à 3,2 degrés permettent plus facilement d'acquérir de la bière Heineken. Donc vraiment, là il y a un effort très fort pour justement convaincre les cafés, les bars de proposer aux consommateurs la bière Heineken. Vraiment, là c'est même surprenant, ils appellent ça ce champagne of beers, elle devient le numéro 1 des bières importées et commence à faire beaucoup d'ombre à toutes les bières locales, je dirais américaines, et le marché américain devient un des plus forts pour l'entreprise. Après, donc arrive la Deuxième Guerre mondiale, où il y a donc un léger retrait dans la stratégie d'expansion, mais c'est le moment pour faire encore une transition,
puisque Henri Pierre va décider d'envoyer son fils, Alfred Henry Heineken, devinez où? Aux États-Unis. Pourquoi? Tout simplement parce que à ce moment-là, aux États-Unis, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une nouvelle discipline de gestion qui prend un essor phénoménal, c'est le marketing. Et donc ce Henri Pierre, il va se former au marketing pour prendre des cours du soir sur la publicité, sur le commerce. Il va être envoyé à New York, donc auprès d'un célèbre publicitaire qui s'appelle Van Munching, et il revient aux Pays-Bas en 1848. Et là, il décide de mettre en place une stratégie véritablement marketing sur le produit, sur la marque. Par exemple, la marque Heineken va acquérir les 3 E du logo qui sont relevés vers le haut pour apparaître comme des E souriants. Ensuite, clairement, Alfred Henry décide de donner une vision importante en termes de packaging, en termes de goût. Il dit « Je ne vends pas de la bière, mais de la chaleur humaine ou de la gaieté ». Il comprend l'importance de l'expérience. Et ça, c'est vraiment un virage important, chose que n'avait pas eu avant Heineken. Il faut que la bière Heineken soit gérée comme une marque avec une communication offensive et une image uniforme et cohérente pour le consommateur, qu'on soit aux États-Unis, en Europe, en Asie. Et surtout, il n'y avait pas donc d'uniformisation. Les brasseurs qui commercialisaient Heineken apposaient leur nom et le dessin de la brasserie sur l'étiquette. Là, la bouteille va changer de forme. Un département des ventes va être mis en place en 1951. Marketing devient central dans la stratégie d'expansion. La bouteille, même en 1954, va changer de couleur. Elle était rouge. Elle va être verte. Pourquoi? Tout simplement parce que le rouge est une couleur dangereuse lorsqu'il s'agit de produits alimentaires ou de boissons. Le vert représente la sécurité. Et ça, c'est vraiment Heineken, Freddy, qui aura de cesse de répéter que le plus beau coup de sa vie, ça a été de changer la couleur de l'étiquette et de la bouteille d'Heineken. Il fallait quand même oser. Heineken repart à la conquête du monde, toujours en 3 temps, exportation, licence, filiale. Une stratégie véritablement rodée à chaque fois. Dans les années 50-60, ça va être l'Afrique de l'Ouest qui va être le principal marché d'Heineken, qui exporte plus de la moitié de sa production. On a l'impression qu'il joue à risque et qu'il a envahi continent par continent. Ensuite, il y a l'acquisition de Amstel en 1968 qui permet d'être plus important, notamment en France et en Europe, puisque c'est un levier vraiment très important. En plus, Amstel est connu pour avoir inventé le Flitopper, la capsule qui s'ouvre sans décapsuleur. Du coup, Heineken capitalise sur l'innovation de celui qui vient d'acheter et il va développer une capsule dévissable dans les années 70. Heineken, à ce moment-là, est présent dans plus de 50 États. Et clairement, c'est vrai que il y a encore des marchés qui lui résistent, comme le Vietnam, comme la Pologne, mais il continue. Il joue la carte européenne dans les années 70. Puis ensuite la Grèce, où à chaque fois il y a une stratégie d'acquisition bien précise. En Italie également. En France, c'est par le circuit de Moët-et-Chandon que la marque Heineken va vraiment se développer. Elle va créer une filiale en 1976 qui deviendra l'Alsacienne de brasserie en 1980 pour ensuite véritablement s'installer à Schiltigheim. Là, il va y avoir la fusion avec les brasseries Pelfort et ça deviendra la brasserie Heineken en 1993. Donc vraiment, en France, c'est entre 1975 et 1993 que Heineken s'est véritablement bien implanté. Et c'est, devinez bien, qu'en 1993 que Heineken s'attaque, en fait, au marché le plus dur, c'est l'Allemagne. Là où elle a pris l'innovation de base, qui était la fermentation de base, qui est la patrie de la bière, elle s'est attaquée en dernier qu'à ce marché. Et du coup, je trouve une bonne stratégie, puisqu'encore une fois, elle a véritablement contourné, elle s'est répandue partout pour s'attaquer au plus gros marché, donc l'Allemagne, à la fin des années 90. Aujourd'hui, le groupe est le premier brasseur européen. Voilà, là, le dernier pays, effectivement, à s'attaquer, c'est évidemment la Chine, mais la marque Heineken est déjà présente dans 145 pays. En 1999, les autorités économiques des Pays-Bas reconnaissent Heineken comme la marque du siècle. Alors vous me direz, c'est normal, puisque c'est quand même très patriotique. Mais quand même, pour Freddy Heineken, toujours celui qui a révolutionné Heineken sur le plan marketing, le nom de Heineken est un don du ciel. C'est un nom de bière avec une consonance légèrement germanique et un semblant diminutif qui appelle l'affection. Et Heineken va toujours jouer
dessus avec ses clients, être toujours très très proche. En 2004, ils vont réinventer le packaging de la boîte 33 centilitres. Ensuite, en 2005, ils vont essayer d'imaginer des bières pression à emporter avec les fameux fûts. Ils vont recevoir énormément de récompenses liées à leur emballage et du coup, le fût Heineken va devenir dans le foyer du consommateur. Idéal donc pour l'apéritif, pour tous ceux qui souhaitent déguster quelque chose en format plus petit. Dans l'univers de la nuit, ils arrivent à redesigner avec Ora-Ito les nouveaux les nouvelles bouteilles. Donc là, ça donne aussi un coup de jeune à la marque. Sans cesse. À chaque fois, elle va continuer à se réinventer. Donc, quelle leçon on peut en tirer au final? C'est d'une part l'innovation. Vous pouvez transformer du véritable plomb en or. La brasserie qu'a racheté Gerhard Heineken était certes très grande, mais était complètement en déclin. Et en ajoutant 2 innovations, que soit le froid industriel et la pasteurisation, Heineken a véritablement fait une véritable barrière à l'entrée face à tous les autres brasseurs, et avec cette avance technologique, eh bien, elle a pu avoir un terrain de jeu à l'international, tout en gardant un niveau de qualité pour le client. Ensuite, une stratégie par pays, en jouant vraiment à risque. Heineken a soigneusement étudié les marchés, le concept de licence, de filiale, c'était chirurgical, pays par pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, au final, terminer par l'Allemagne? Elle a pu aussi s'appuyer sur un actif industriel de masse avec la ligne d'embouteillage. Donc, il suffisait de dérouler le plan d'exécution avec l'assurance de pouvoir gérer la production. Troisième et dernière leçon, l'usage du marketing à grande échelle. Clairement, le patriarche qui confie au fils la possibilité d'étudier la discipline qui va pérenniser le produit et la marque Heineken, c'est un coup de génie. Ça permet de vraiment d'impliquer toutes les différentes générations, d'être dans son temps et de faire entrer Heineken dans la démocratisation de son produit. Donc ne pas hésiter à modifier son héritage, le passer du rouge au vert pour être en phase avec les attentes psychologiques des clients. Donc vraiment la réussite d'Heineken, je trouve, est un cas d'école. Sur 150 ans, elle a appliqué toutes les recettes du commerce, de l'export, du marketing, tout en écoutant son marché. Ça lui a permis de garder une image moderne, dynamique, audacieuse, et la marque Heineken fait figure maintenant d'innovation et continue à relever tous les défis afin de satisfaire au mieux vraiment les consommateurs. Une chose assez incroyable, c'est que les bouteilles produites dans l'année peuvent faire 32 fois le tour de la Terre. Vous pouvez imaginer. Encore une fois, là, c'était l'histoire de l'entrepreneur Gerhard Heineken et de toute sa famille. Je ne fais évidemment pas l'apologie de l'alcool, vous en doutez bien. C'était vraiment cette approche entrepreneuriale que je voulais évoquer dans cet épisode. Donc n'hésitez pas à vous inspirer en disant, voilà, depuis mon garage, je peux créer un produit qui pourrait être démocratisé partout. Ça l'est, c'est possible. Il faut encore une fois être innovant, avoir des barrières à l'entrée, assurer sa scalabilité et utiliser le marketing à bon escient, ne pas hésiter à prendre des risques et être audacieux. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des idées de thématiques et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.